Bonjour, 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 merci de l'accueil. J'ai une confession à vous faire. J'ai goûté au cannelé l'autre côté. J'en ai pris deux, puis c'est juste parce que Olivier m'a dit qu'il fallait que je vienne parler, parce que sinon je vidais la table. C'est un péché. Euh, j'ai la chance, l'honneur d'ouvrir la conférence pour vous parler de tourisme. Nous sommes 6 à le faire. Je ne suis pas un spécialiste du paysage, vous l'êtes. Donc, je vais vous amener dans l'univers du tourisme et des réflexions touristiques. Et à quel endroit, quelque part, il y aurait des prises qui sont plus nombreuses qu'on pourrait le croire sur le paysage et le tourisme. Tourisme dans le monde, vous avez entendu Mme Ouellet vous parler tout à l'heure. Bonne et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, le tourisme est l'industrie en plus grande croissance à l'échelle planétaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nos amis de la technologie ne peuvent pas, à l'échelle mondiale, s'en vanter comme nous, on peut le faire. Croissance systématique, à l'exception d'une seule année, 2001, attentat terroriste du World Trade Center. La croissance du PIB touristique avait reculé d'un magnifique 0,02 % à l'échelle mondiale. Donc, essentiellement, on avait plafonné pendant une seule année. Pour le reste, c'est en croissance. L'Europe reçoit encore aujourd'hui la majorité, la moitié de tous les déplacements internationaux qui ont atteint le milliard cette année. 1 milliard de personnes qui, en voyage, ont quitté leur pays pour aller dans un autre pays. L'Asie-Pacifique, c'est un boom de plus de 12 %, c'est-à-dire que le marché intérieur, l'ouverture de la Chine, qui est une révolution à la fois économique, culturelle, mais surtout socio-géopolitique, est monumentale. La Chine est devenue le deuxième pays le plus touristique du monde en moins de 10 ans. C'est un renversement monumental. C'est surtout un bassin émetteur d'1,4 milliard de personnes. Et on parle de plusieurs millions de millionnaires chinois. Il n'y a pas 1 million de millionnaires canadiens, croyez-moi. La mauvaise nouvelle, maintenant, c'est le plafonnement des Amériques et le plafonnement de l'Amérique du Nord. Plafonnement parce que, et Mme Ouellet vous l'a dit, dans une ancienne vie, finalement, le transport n'était pas démocratique, n'était pas accessible. Prenez l'avion pour faire un Montréal-Paris. Vous êtes Parisien pour venir aux Jeux olympiques de 1976, le coût était de 800 à 850 $. Partez au mois de juin pour faire un Montréal-Paris, vous allez payer 800 ou 850 $ facilement encore. Évidemment, en dollars constants, on comprend très bien que c'est une diminution de 4 à 5 fois ce que c'était. Donc, cette démocratisation-là des moyens de transport et crée une mobilité à l'échelle planétaire qu'on n'a jamais connue. Les efforts en développement du transport du futur sont également dans cette nature-là, de rapprocher la planète et la rendre à une distance acceptable. Dans ce contexte-là, ce qui est ennuyeux, c'est qu'on a pendant 60 ans vécu d'un tourisme au Canada qui était essentiellement américain. L'âge d'or du tourisme américain au Canada était dans les années 70. C'est là qu'on a eu les plus hautes pointes. Depuis ce temps-là, ça ne fait que diminuer en cours de route. Et comme le Canada ne partage qu'une seule frontière avec un seul pays, c'est donc un marché qui était d'importance sur lequel il faudra donc réfléchir davantage. Vous avez vu ces chiffres-là ce matin, la dégringolade du Canada qui n'est plus dans le top 10 des destinations mondiales. Est-ce que c'est le Canada qui a dégringolé? En effet, non. Dans les faits, notre croissance du tourisme est elle aussi constante. Ce qui s'est passé en cours de route, c'est que la France, les États-Unis, la Chine, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Turquie, l'Allemagne, la Malaisie et le Mexique sont des destinations qui sont devenues davantage touristiques. Notre recul, il n'est pas en chiffre absolu, il est en position relative. Et donc, ça témoigne de l'importance du tourisme à l'échelle planétaire comme vecteur de développement économique, social et culturel. Tourisme Canada, donc 16e rang mondial, on l'a vu, et la France qui se vante d'être toujours la première destination mondiale, qui reçoit 77 millions de visiteurs internationaux, les États-Unis en deuxième position, 67 millions. Pour le Canada, 12 milliards injectés dans l'économie du pays. Vous avez peut-être déjà entendu la formule, le tourisme est le seul produit d'exportation qui se consomme à destination. C'est quoi un produit d'exportation? C'est quelque chose qu'on vend à un étranger et qui est payé en monnaie étrangère. Le tourisme, quand un Chinois vient ici, il dépense donc pour des prestations d'hébergement canadiennes, québécoises et montréalaises et qu'il paie en dollars, en devises chinoises, participe à ce processus donc d'exportation. Au Canada, et c'est bien de se le rappeler, les Américains demeurent le premier marché en importance, malgré tout ça. Il faut comprendre que l'enjeu que nous avons, il y a eu des reculs et certaines personnes bien pensantes se sont dit, ben, merveilleux, on va changer la provenance des touristes, on va aller chercher ailleurs, on va développer. C'est mal comprendre la distance et les enjeux de transport qui sont tout à fait particuliers.
Vous avez entendu ces dernières semaines, ces dernières années, toute la réflexion, par exemple, des liaisons aériennes directes entre Montréal et l'Amérique du Sud, par exemple, et l'Asie. Il y a des enjeux, entre guillemets, identitaires à l'intérieur de tout ça, mais il y a des réflexions, effectivement, purement économiques qui, à tout le moins, nous préoccupent. C'est-à-dire que comment remplacer la dépense d'un Américain qui peut venir en voiture par un Mexicain, par un Sud-Américain ou par un Asiatique? La question se pose. Le Canada, je vais montrer son recul relatif, son investissement dans la Commission canadienne du tourisme, qui est l'agence chargée de vendre le Canada partout sur la planète. Son budget sera cette année de 51 millions de dollars, alors que ce budget-là était, voilà 12 ans, à 140 millions de dollars. Alexander, tu pourras confirmer tout à l'heure, comme membre du conseil d'administration. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre capacité à développer le tourisme est elle aussi marginalisée. Et comprenons que pour attirer, on reçoit au Québec environ une cinquantaine de milliers de touristes chinois annuellement. Comprenons que pour leur faire faire un vol de 14 à 15 heures avec 2 escales, versus nos amis australiens qui investissent des dizaines de millions de dollars pour inciter les Chinois à les visiter à 2-3 heures de vol, la compétition est féroce. Donc, la planète est de plus en plus petite, ce qui, dans le cas, à cause de notre position géographique, est un petit peu ennuyeux. Le tourisme au Québec, on parle de 2,4 millions de touristes qui entrent au pays par le Québec. Je vois ma collègue d'ATR associée aussi. Il y a un chiffre qui est ennuyeux, qu'on voit moins souvent. C'est combien de touristes étrangers hors Québec on reçoit pour une nuit ou plus. Donc, des gens qui dorment dans les hôtels ou tout autre mode d'hébergement. Et quand on utilise ce critère-là, le Québec est en 3e position des destinations, des provinces touristiques du Canada. Alors que l'Ontario a à peu près 3 fois plus de nuitées de touristes hors de la province, que la Colombie-Britannique en a 2 fois plus que nous. Ça pose certains problèmes, certains enjeux à tout le moins. Bonne nouvelle, c'est que le marché intérieur, lui, s'est maintenu pendant ces années-là, s'est même accru de façon telle à compenser le manque à gagner de nos amis étrangers. Le paysage, grande motivation voyage. Au-delà des études, la chose est la suivante. L'acte de voyager est un acte extrêmement engageant d'un point de vue émotif et d'un point de vue financier. Vous décidez de changer de voiture, vous avez le choix, vous pouvez aller voir sur des sites, comparer, regarder les caractéristiques, regarder la consommation d'essence, choisir la couleur. Vous pouvez facilement même faire un petit chiffrier et comparer le choix de la voiture que vous aurez. Quand vous aurez choisi celle qui vous tente le plus, ou 2 ou 3 voitures, vous pouvez aller chez le concessionnaire, faire l'essai, rouler avec, vérifier. Est-ce que je l'aime? Ah oui, c'est agréable. Vous aurez un vendeur qui va vous accompagner. Le voyage, c'est quelque chose pour lequel on a un rêve et une émotion très forte. J'aime me poser la question à mes étudiants au mois de septembre, quand la session commence, en septembre, en disant qui a oublié de prendre ses vacances cet été? Puis personne ne fait comme ah, j'ai oublié de prendre mes vacances. Ah, zut! On y pense aux vacances, on sait c'est quand les vacances, et on sait comment on veut l'utiliser les vacances. Mais on ne peut pas choisir, on ne peut pas valider avant, avec le 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 $ qu'on mettra ou 5 000 $ pour ce voyage-là. On ne peut pas le mesurer avant. On est donc essentiellement dans l'émotion. Et à l'intérieur de cette émotion-là, et je le résume de la façon la plus populiste possible, on recherche le beau. La beauté va compter pour beaucoup. J'aime à dire, c'est rigolo, on a vu récemment, là, le Red Bull Crash Test va quitter en 2015 Québec pour aller à Edmonton. 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 Est-ce que vous allez dire, oh, Red Bull Crash Test à Edmonton, Edmonton, je veux aller à Edmonton, je rêve d'Edmonton, comme c'est beau Edmonton. C'est plat, Edmonton. C'est ennuyeux, Edmonton. Donc, cette qualité-là de la beauté, je la résume, je sais, je fais des raccourcis ici, est essentielle, fait partie de cette équation-là. Et donc, quand on regarde des études, on se rend compte que 69 % des voyageurs vont considérer important ou très important la qualité des paysages lors du choix de la destination. Donc, cette idée-là que là où je vais aller sera beau, sera agréable, sera plaisant, diraient les gens à Saguenay-Lac-Saint-Jean. La beauté des paysages arrive tout juste après le coût du séjour dans les facteurs de décision, selon le Commissariat général au développement durable de France. Cette idée-là, que ce qu'on va voir, quel beau décor, participe d'un des éléments qu'on va prendre en considération dans la sélection d'une destination touristique. C'est tellement clair que je ne veux pas en dire plus. La Commission canadienne du tourisme a fait un rapport sommaire en 2011 où elle présentait la première ligne, c'est « Admiration de la beauté des paysages » pour les pays, pour le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, le Japon, la Chine. Et on s'aperçoit que pour les gens de la France, de la Chine et du Mexique,
C'est un des critères, sinon le critère le plus important dans la sélection et dans la préférence d'une destination touristique. C'est ça que ça dit. Je vous rassure. Tourisme urbain et paysage. Vous êtes des architectes paysagistes, vous œuvrez principalement, je pense, je ne vais pas me tromper, en tout cas, si je me trompe, lancez-moi des objets contondants. Vous travaillez dans la ville particulièrement. Et les milieux urbains vivants, grisants par l'énergie de ceux qui l'habitent, s'avèrent souvent un préalable à l'émergence ou au maintien d'une destination touristique convoitée. Le tourisme mondial, qu'on a vu tout à l'heure, ce milliard d'arrivées internationales, se concentre principalement, à au moins 80 dans des milieux urbanisés ou fortement urbanisés. La ville attire. La croissance de l'urbanité se voit et se mesure également à l'échelle du tourisme. Les villes qui s'actualisent, qui verdissent, qui redonnent la place à l'humain dans ces aménagements sont aussi celles qui performent bien sur le plan touristique. Je ne sais pas s'il y a l'effet de cause à effet ou vice-versa. Je ne voudrais pas m'appuyer trop là-dessus, mais nécessairement, ça témoigne, quand la ville est dynamique, quand la ville a des plans de revitalisation, ça se témoigne également et ça se traduit par une fréquentation touristique généralement accrue. New York classique, vous le savez, vous le connaissez, était un de ces projets-là de verdissement et qui continue et qui fait école. Et qui, à tel point, parlait à des gens, puis là, bon, c'est peut-être tricher un peu dans les gens de votre profession, mais les gens autour de nous, le highline comme ça, est quelque chose qui a un fort pouvoir attractif chez les visiteurs. Copenhague a développé également de façon extrêmement importante, on le voit ici, et travaille très bien l'hiver. Petit clin d'œil ici, Mme Ouellette vous a parlé du plan de développement de l'industrie touristique. L'hiver, il y a un enjeu là. Il y a un enjeu touristique important et je pense que vous faites partie de la solution. Il y a un enjeu de fréquenter nos villes l'hiver et de ne pas fuir l'hiver, de ne pas fuir. On est des très mauvais, on n'est pas des Nordiques, assumons-le également, mais on a quand même 6 mois d'hiver. C'est blanc dehors, on est début avril. Il y a quelque chose à faire avec tout ça. Et donc, ce développement-là, et on a travaillé à la Chaire de tourisme avec nos amis de Québec en disant comment des réseaux blancs, les White of Ways, ont été développés. C'est-à-dire que nous, on fait semblant que ça n'existe pas l'hiver, on met des abrasifs, on scrape, on scrape, on passe la gratte et on fait semblant que ça n'existe pas. Alors, assumons-le. Melbourne également, des projets. Et je vous présente ici des grandes villes, donc, qui ont un caractère et un attrait touristique très important et qui ont développé, encore une fois, cette beauté-là, ces espaces dans lesquels le visiteur se sent interpellé. Et ce sont ces images-là. Vous regardez ces images-là qu'on va retrouver sur les brochures, qu'on va retrouver sur les sites Internet. Parce que de ces images-là, du fruit de votre travail, les gens finissent par avoir une désirabilité pour la destination sur laquelle il a été travaillé. Il y a également un autre phénomène de fond qu'on voit, et je fais un clin d'œil ici à nos amis des cantons de l'Est, par exemple, qui ont développé, comme Tourisme Canton de l'Est, ont développé toute la formule de ce qu'ils appellent l'art de vivre. Positionnement très intéressant. Les cantons de l'Est n'étant pas nécessairement riches en attrait touristique, n'étant pas nécessairement riches en hôtellerie conventionnelle, mais sont riches en beauté, sont riches en paysage, sont riches en verdure, sont riches en réseaux cyclables, sont riches en ces choses-là. Ils ont décliné ça dans un terme qu'ils appellent l'art de vivre. Et l'art de vivre, dans la prochaine campagne, va se décliner au cours des prochaines années autour des cœurs villageois, qui est la pierre d'assise de leur développement. Ils se sont dit, ce n'est pas nécessairement, oui, il y a Sherbrooke, qui est la capitale régionale, mais il y a également des petits villages, des petits endroits qui font rêver et sur lesquels ils vont travailler davantage. Donc, à l'intérieur de tout ça, les petites villes dynamiques qui attirent, il y a des tendances à faveur de ces municipalités-là. Le mouvement slow, qui en tourisme fait encore beaucoup parler de lui, slow food. Hein, tout ce retour à l'intériorité, ce retour à prendre le temps de vivre. L'intérêt pour les produits locaux, la recherche d'expériences authentiques, le goût d'entrer en contact avec la population locale, le désir de rencontrer les producteurs, les artisans locaux, participent de ce phénomène-là. Et on le retrouve donc en tourisme, par exemple ici à Burlington, au Vermont, au côté. Ils sont très dynamiques avec leur aéroport d'ailleurs. Donc, milieu de vie dans lequel on se dit, ben oui, pourquoi pas aller passer un week-end là-bas. La qualité du paysage, la qualité de l'aménagement urbain y participe. Aspen, au Colorado, c'est fantastique, c'est beau, on a envie d'y être. On retrouve la même chose à Holland, au Michigan. Donc, et ce que vous voyez sur la droite, eux autres, c'est un petit peu plus chaud qu'ici. Ils ont donc fait ces trottoirs-là avec des systèmes de canalisation où ils récupèrent l'eau d'une usine qui n'est pas très loin.
qui fournit cette source d'énergie intarissable, tant que l'usine fonctionnera à tout le moins. Ce qui fait que, comme vous voyez à droite, il n'y a pas besoin de déneigement ou de mettre d'abrasif ou quoi que ce soit. Le trottoir est toujours déneigé par lui-même. Pas fou. Des outils touristiques de valorisation du paysage également. La chaire de tourisme, on a réalisé l'an dernier pour le ministère du Transport et Tourisme Québec une étude sur les itinéraires touristiques et principalement, et à terre associés, ça j'ai failli oublier, excusez-moi. Également, donc, sur les routes touristiques, les routes signalisées officielles du Québec. Et on s'est aperçu que, dans une grande enquête qu'on a faite, 70 des voyageurs choisissent les routes pour observer des beaux paysages. Encore une fois, c'est un critère qui se retrouve dans diverses déclinaisons, mais qu'on peut exprimer à sa plus simple expression comme étant la recherche de la beauté. L'Association des plus beaux villages du Québec qui a vu le jour, voilà, 6 ou 7 ans, je crois. Montréal qui est ville UNESCO Design, Québec qui est ville du patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous ces labels-là, toutes ces certifications-là, toutes ces reconnaissances-là portent autour, encore une fois, de quelque chose qui est plus beau, qui est mieux aménagé, qui est un meilleur milieu de vie et qui devient attrayant pour le visiteur, pour le touriste. Le paysage est une ressource primaire de l'offre touristique. Plusieurs regroupements au Québec s'affairent à développer des outils pour que l'évolution des paysages soit mieux encadrée, des chartes. Intégrer ça dans les plans de développement des régions touristiques, par exemple, des plans de développement touristique. Il faut que ces initiatives-là amènent la population, les organisations, les élus à considérer le paysage comme une ressource à protéger et valoriser. Je trouvais ça assez exceptionnel de voir les exemples qu'on a vus ce matin, à quel point c'est le fun de voir des politiques publiques et voir des investissements conséquents en la matière. Il y a peut-être des enjeux de finances publiques un petit peu plus difficiles au Canada et au Québec, après les temps qui courent, mais espérons que, dans une réflexion à long terme, on la retrouve. La protection, la mise en valeur des paysages, qui est prioritaire dans une démarche de tourisme durable. Hein, ce mouvement de la durabilité-là, du développement durable, de l'adaptation au réchauffement climatique, à l'intérieur de tout ça, la protection, la mise en valeur des paysages est devenue une préoccupation. Ça aurait été dur à imaginer, d'un point de vue touristique, que ça serait une préoccupation voilà 10 ans. Oh, mon Dieu! Je pensais qu'il me restait d'autres diapositives. Je parlais vite parce que je voyais le temps qui passait, puis là, j'étais comme, je vais accélérer le... Je parle pas rapidement d'habitude, c'est juste très particulier aujourd'hui pour vous. Alors voilà qui fait le tour. Merci beaucoup de votre attention. Ça laissera le temps à des questions. Merci. Je vais demander pour ça des questions. Ah.